Le docteur Franklin Yamsi fait une grave révélation sur 5 présidents africains sur le sommet Afrique-États-Unis et tacle plus particulièrement le président sénégalais. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Au moment de commencer cette émission, je voudrais appeler toujours le peuple témoin des émissions de l'Université libre de l'Afrique des libertés. J'ai délivré il y a quelques jours une conférence sur les intentions qui animeraient le président américain Donald Trump et ses coopérants africains des 5 pays que sont la Mauritanie, la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Gabon et le 5e pays, il me reviendra tout naturellement, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal, il m'en reste encore un à citer, le Libéria. Eh bien, j'avais déjà donné une conférence dans laquelle j'avais délivré une analyse intentionnelle et prospective des objectifs de Trump. Et j'avais également analysé les intentions animant les dirigeants africains convoqués, Urbi et Orbi, par Donald Trump à Washington. J'espère que la plupart de celles et ceux qui suivent le programme que je délivre ce soir a suivi l'émission dans laquelle je répondais à la question pourquoi le président Donald Trump convoque-t-il précisément ces 5 pays africains à Washington. Mais, puisque comme le dit souvent si bien le président Abdourahmane Tchani, le rappel sauve l'âme. Je voudrais rappeler les raisons que j'avais déjà données. J'avais dit, dans cette conférence d'il y a quelques jours, que premièrement, Donald Trump les convoque tous, parce que les renseignements qu'il a sur ces pays, c'est que les dirigeants veulent essayer de manger à tous les râteliers. Ils ne sont pas correctement rangés derrière l'impérium occidental dirigé par les États-Unis. Ils ont tendance à pratiquer ce que nous avons appelé la danse Bafia du Cameroun ou la danse Blé du pays baoulé de Côte d'Ivoire. 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Un pas à gauche, un pas à droite. Une danse qui finalement se résume en des mouvements à somme nulle. Je vous ai dit qu'en raison de cette danse Bafia, l'hésitationnisme, le tartampionisme, le donquichotisme, en raison de la volonté de gagner sur tous les tableaux, l'attention des autorités américaines actuelles avait été attirée par la Mauritanie, le Sénégal, le Gabon. Attirée par le Libéria, elle a été attirée par la Guinée-Bissau. Donc Donald Trump a tenu à commencer par convoquer ces 5-là pour leur rappeler qu'avec lui, on ne joue pas à ce jeu-là. J'avais donné une conférence ici où je vous ai dit que c'était ça. La deuxième chose que j'ai dite lors de cette conférence, c'est que, à partir d'une psychologie de Donald Trump, j'ai indiqué que cet homme conçoit les rapports humains en termes d'argent. Il conçoit tout en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes, car son Dieu, c'est le veau d'or. Pour lui, accomplir la devise « Make America Great Again », c'est faire gagner beaucoup d'argent aux États-Unis d'Amérique et à lui-même, Donald Trump. Le critère du succès dans la vie, chez Donald Trump, c'est la richesse matérielle. Parce que Donald Trump est un dirigeant convaincu que l'argent est le roi de ce monde. Et je vous ai dit qu'il les convoquait afin de les prévenir que les États-Unis d'Amérique, sous la direction de Trump, ne toléreraient pas de ne pas être les principaux gagnants des marchés sénégalais, bissau-guinéens, libériens, gabonais et mauritaniens. Je vous ai dit qu'il les avait convoqués pour leur demander de poser toutes les cartes des richesses minières, des terres rares, des minéraux précieux et stratégiques de leur pays sur la table. Et de laisser M. Donald Trump, président de la grande puissance occidentale des États-Unis, faire ses courses et leur laisser les restes. Je vous ai dit que c'était la deuxième raison parce que Donald Trump est un businessman. Il est profondément un businessman et il ne conçoit les rapports de force qu'en termes de possession matérielle. Car il est convaincu que l'argent est le Dieu de ce monde. Et il l'adore. Je vous avais dit cette deuxième chose.
Et puis, j'avais dit lors de cette conférence une troisième chose. Je tiens à la rappeler ici. Quitte à me faire corriger par vous si je ne l'avais pas dit, parce que la conférence est disponible. Il fallait répondre à une énigme, à savoir pourquoi Donald Trump n'a-t-il pas convoqué d'autres dirigeants africains? Pourquoi il n'a pas convoqué les dirigeants égyptiens, algériens, ivoiriens, tunisiens, marocains? Pourquoi il n'a pas convoqué les dirigeants soudanais, les dirigeants camerounais? Pourquoi il n'a pas convoqué les dirigeants équato-guinéens, à cette occasion tanzaniens, kenyans, rwandais, sud-africains? Bref, pourquoi il n'a pas convoqué les autres? J'ai répondu à cette question en vous expliquant ceci. Les États-Unis d'Amérique ont classé les pays africains en 3 catégories. Première catégorie, les pays notoirement soumis à l'impérium américain. J'avais donné l'exemple de l'Égypte, dont le budget est amplement abondé par les fonds publics américains. J'ai donné l'exemple de l'Algérie qui est en pleine coopération avec les États-Unis à travers l'OTAN. L'exemple du Maroc qui est en pleine coopération avec les États-Unis à travers l'OTAN. L'exemple de la Côte d'Ivoire sous Ouattara qui s'est couché sous le néocolonialisme français et l'impérialisme américain. L'exemple du Nigeria qui est couché sous l'impérialisme américain sans difficulté. Le Kenya couché, le Rwanda couché, l'Ouganda couché. J'ai donné plusieurs exemples de pays africains comme cela. Hein? Le Cameroun de Paul Biya couché. Hein? Tous ces pays qui sont déjà couchés, Donald Trump ne commence pas par eux. Parce qu'ils ne sont pas pour lui un souci. Il a commencé donc par les pays qui hésitent. C'est parce que le Sénégal de Bassirou Diomaye Faye a donné des signes d'ambiguïté. Je vous ai toujours dit qu'ils étaient dans une aventure ambiguë. C'est arrivé dans les oreilles de Trump. Et il a eu l'occasion de les observer. Ils veulent gagner à la fois avec le panafricanisme et avec le néocolonialisme. Ils veulent gagner à la fois avec l'anti-impérialisme et avec l'impérialisme. Ils veulent manger au râtelier des dominants et au râtelier des dominés. Donald Trump n'aime pas ça. Il aime les gens correctement alignés. Donc, il y a une première catégorie, les pays alignés. Donald Trump les convoquera plus tard et il les convoque de temps en temps comme il veut. Regardez comment il a géré la crise congolaise. Il les a convoqués, il a même annoncé qu'il va convoquer le président rwandais et le président de la République démocratique du Congo bientôt à Washington. Il va les convoquer et puis ils vont signer ce que lui il a demandé. Un peu comme il avait convoqué Zelensky. Et l'erreur qu'il a commise, c'était de penser qu'il pouvait aussi convoquer Poutine comme ça. Poutine lui a dit non, je ne suis pas Zelensky. I am not your puppet. Je ne suis pas ton vassal. Donc, deuxième catégorie, dans la tête de Donald Trump, les pays qui refusent de se soumettre à la domination américaine. Et qui sont ancrés dans ce qu'on appelle le monde multipolaire. Dans la dynamique panafricaniste, révolutionnaire. Dans la dynamique anticolonialiste, dans la dynamique anti-impérialiste, dans la dynamique souverainiste africaine. Ces pays-là, Donald Trump ne les convoque pas du tout. Il ne les convoquera pas. Parce qu'il sait qu'ils ne répondront pas présents. Il s'agit des pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et d'autres pays qui ont une tradition de résistance envers lui, envers l'impérialisme en général, comme l'Éthiopie, envers l'impérialisme en général, comme relativement, pas complètement l'Afrique du Sud. Parce que Ramaphosa fait partie de cette ANC qui est entrée en complicité avec les puissances qui ont dominé et écrasé les Sud-Africains depuis longtemps. Il ne se comporte pas de cette façon exactement avec les dirigeants angolais. Parce qu'il sent que l'Angola a une tradition anti-impérialiste très longue. Il ne se comporte pas exactement de cette façon avec les dirigeants zimbabwéens. Le président zimbabwéen qui s'est assis sur le fauteuil de Mugabe sait qu'on ne s'amuse pas à offrir le Zimbabwe à la plaisanterie impérialiste. Donc il y a des pays comme ça qui, dans la liste de Donald Trump, sont des pays qui sont des signes indiens. Et qui plus est, un pays qui s'est levé pour dire à Trump, tu nous interdis les visas américains, nous aussi nous t'interdisons les visas américains. Nous n'avons pas les moyens de t'offrir un avion à 400 millions de dollars. Mais si toi tu nous interdis les visas là, nous aussi on peut t'interdire les visas. Donc un pays comme le Tchad de Mahamat Idriss Déby Itno, Donald Trump l'a déjà classé dans la liste de ceux qui lui disent non. D'autant plus que Mahamat Idriss Déby Itno a fait partir les troupes américaines du Tchad. Donc il y a des pays qui sont dans une liste qu'on peut appeler la liste rouge des États-Unis,
d'Amérique sous Donald Trump, ce sont les pays qui ont dit non à l'impérium américain. Hein? Et maintenant, la troisième catégorie sont des pays qui sont à cheval entre les deux, entre la soumission totale et l'hésitation à l'insoumission. C'est dans cette catégorie que Donald Trump a précisément positionné la Mauritanie, le Sénégal, le Gabon, le Libéria et la Guinée-Bissau. Je vous ai expliqué pour ce qui est de la Mauritanie, que la Mauritanie est un pays qui est dirigé par des roublards qui veulent manger à tous les râteliers. Ils font semblant d'être les bons amis du peuple malien et des dirigeants maliens, mais ils hébergent les terroristes qui attaquent le Mali. Ils font semblant de trouver un modus vivendi pacifique avec l'Afrique subsaharienne, mais ils hébergent les troupes de l'OTAN qui sont en réalité en soutien de la déstabilisation continentale. Donc les dirigeants mauritaniens sont dans la même roublardise que les dirigeants algériens actuels. La même roublardise. On prend le Sénégal. Bassirou Diomaye Faye et son acolyte Ousmane Sonko arrivent au pouvoir avec une phraséologie révolutionnaire panafricaniste. Ils promettent la rupture avec le néocolonialisme, la rupture avec l'impérialisme. Arrivés au pouvoir, ils se mettent à caresser le néocolonialisme et l'impérialisme et promeuvent plutôt des négociations, des compromis, voire des compromissions. Ils mettent tellement d'eau dans leur vin que leur vin devient plus liquide que l'eau. On en oublie même que leur vin fut un vin. Mais en même temps qu'ils disent cela, ils essayent d'aller flatter les dirigeants de l'AES. Ils essayent de dire qu'ils sont intéressés pour aller vers les BRICS, qui sont la grande alliance économique du monde multipolaire. Donc en fait, ils essayent d'avoir un pied dedans et un pied dehors. Un pied dedans le camp impérialiste et un pied en dehors du camp impérialiste. Donald Trump a noté ça, c'est pour ça qu'il a convoqué Bassirou Diomaye. Et vous comprendrez pourquoi Bassirou Diomaye Diakhar Faye a procédé à un cirage de pompe total de Diomaye Faye, de Donald Trump. Le comportement de Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'explique par le fait qu'il se savait sous pression. Que Donald Trump l'a en fait convoqué pour faire acte d'allégeance solennelle, pour montrer patte blanche à la Maison Blanche. Et Bassirou Diomaye Diakhar Faye a bien compris la commande. Vous allez l'entendre tout à l'heure. Il est allé jusqu'à des flatteries d'un niveau inégalé. Aucun président sénégalais n'avait osé aller jusque-là pour s'adresser au président d'une grande puissance. Aller jusqu'à le féliciter pour ses talents sportifs. Et espérer que ces talents sportifs vont permettre au Sénégal d'être bien regardé par lui. C'est fort. Les panafricanistes sénégalais ont bu la honte ces dernières heures. Les pastéfiens qui s'étaient habitués à pasticher le panafricanisme sont désormais nus au carrefour de l'Observatoire critique de l'Afrique des libertés. Les choses que nous avons dites depuis plusieurs mois à propos de ce duo à la tête de l'exécutif sénégalais, ces choses s'affichent devant vous avec une cruelle et blafarde vérité. Ça, c'est le Sénégal. Les amis, vous avez écouté attentivement les analyses du docteur Niamsi. Abonnez-vous pour la suite et surtout partagez la vidéo pour agrandir cette chaîne.